Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue, en compagnie, encore une fois, de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va avoir deux sujets qui ont quand même un lien. On parle de technologie. On va être là-dedans. Moi, je vais parler un peu de l'histoire ancienne de l'énergie éolienne, dont on parle beaucoup de nos jours. On a l'impression des fois que c'est nouveau. C'est loin d'être le cas. Mais toi, tu vas nous parler d'un engin. On est-tu dans les sentinelles de l'air, le croiseur des neiges? Les sentinelles de l'air, c'est souvent des sujets qu'on va aborder, toi et moi. C'est des sujets qui vont remonter à l'enfance, comme quand on lit Bob Moran, bien évidemment, on va s'intéresser à l'aéronautique. Dans le cas qui nous occupe, quand j'étais jeune, mon grand-père était abonné au Popular Mechanic. Et puis, il y avait aussi d'autres revues technologiques de l'époque. Et puis, en feuilletant ces revues-là, le jeune de 10 ans que j'étais, émerveillé par tous les développements technologiques, les véhicules. Et une bonne journée, je tombe sur le croiseur antarctique américain. C'est la genèse de l'idée d'un véhicule d'exploration extrême pour l'Antarctique. D'ailleurs, l'Antarctique, c'est pas un endroit qui est propice à l'existence humaine en aucune façon. Même à l'époque, on avait déjà eu des expéditions en 1911 de Amundsen qui avaient réussi, mais c'était à la dure. Il est parti avec des chiens, puis Amundsen, c'était, on pourrait dire, un tough, un vrai. Il a gagné ses galons d'explorateur en allant en Antarctique puis en rejoignant le pôle. Son suivant, un Anglais dénommé Scott, lui, il a tenté la même aventure, mais ça s'est terminé dans la tragédie. Ils n'ont pas utilisé les mêmes méthodes. Exact. L'Empire britannique, eux autres, rien ne les arrête, n'est-ce pas? Hein? On se présente là et on va le faire. Mais surtout, on ne s'inspire pas des techniques des indigènes, entre guillemets. Comme les chiens de traîneau. s'est inspiré des techniques des Il y a eu aussi des expéditions privées. Le Richard Byrd, qui, lui, s'est rendu là en avion, et puis d'ailleurs, ça a donné toutes sortes de controverses à l'époque. Il faut réaliser que les basses températures en Arctique, c'est à peu près inimaginable. Moins 80 Celsius, en Antarctique, exactement. C'est moins 80, des vents qui peuvent aller jusqu'à 300 km à l'heure. D'ailleurs, significativement, c'est le seul continent qui n'est pas habité. C'est le seul où, quand les explorateurs sont allés, c'était vrai qu'ils étaient les premiers à aller là. Sauf qu'à l'époque, il y a quelques pays qui ont établi des bases, dont la Grande-Bretagne, la Norvège, la France, l'Allemagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On voit l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont un peu compréhensibles, ils sont dans l'océan, l'hémisphère sud. Là. Comme l'Argentine. Mais cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des perspectives d'énormes réserves. De pétrole, entre autres, d'or, de cuivre, le molybdène, manganèse, évidemment charbon et pétrole qui sont l'appât par excellence pour l'argent, du thorium. Là aussi, on a besoin de certaines substances qui touchent au nucléaire. Alors, ces pays-là, à date, s'étaient appropriés une bonne partie du continent. Les États-Unis, alarmés par une perspective de revendication territoriale de ces pays-là, le président Franklin Delano Roosevelt va créer ce qu'ils vont appeler l'expédition de service en Antarctique, Service Expedition. Pourquoi service? Probablement pour camoufler la vraie raison, en tout cas. Et puis, le plan, ça va être la première expédition qui va être parrainée par le gouvernement américain depuis des décennies. Puis, on prévoit ça pour 1939. Alors, il va y avoir 125 membres dans l'expédition. Et puis, le but, ça va être d'établir deux bases en Antarctique, la base Est et la base ouest. C'est assez difficile à concevoir parce que finalement, toutes les directions de l'Antarctique, c'est vers le nord. C'est ça. Mais disons, une base à un endroit, une extrémité du continent antarctique et une à l'autre. Le croiseur des neiges, lui, il va servir à partir de la base Est, rallier le pôle Sud, se rendre après ça à la base ouest. Donc, on va trianguler la part du lion sur laquelle les États-Unis vont mettre la main. C'est ça le plan. Maintenant, comment ça se fait avec tout ce qu'ils ont prévu? Il y avait 3 avions, 2 navires, dont un de la Coast Guard, un navire de la Marine américaine, des tanks. Pourquoi ils n'ont pas réussi exactement? Alors, c'est que le croiseur des neiges, c'est un concept qui a enflammé l'imagination puis les revues
technique de l'époque. Je parlais, d'ailleurs, tu parlais tantôt des sentinelles de l'air. C'est exactement ce type de véhicule-là qui avait justement enflammé mon imagination de 10 ans, parce qu'à l'époque, je le voyais, ça existe pour vrai, c'est pas seulement des marionnettes à la TV, là. C'est des vrais véhicules. Il a été conçu par l'Institut de technologie militaire de Chicago. Il est long de 17 mètres, large de 6 mètres, ça pèse 34 000 kilos. L'Antarctique, comme il y a des crevasses, on a prévu, pour traverser ces crevasses-là, que le croiseur va baisser, puis c'est un traîneau, ni plus ni moins. Et les roues vont le faire glisser par-dessus les crevasses. On lève les roues, on en abaisse d'autres et on peut naviguer ainsi. Le concept semble bon. Ça ressemble à aucun véhicule d'exploration que le monde ait jamais connu. Quand ils l'ont sorti en 1939, il semblait au point. Mais il faut savoir qu'ils ont eu seulement 6 mois pour en terminer la conception, qui était quand même là depuis 1937 à l'Institut d'exploration, mais ça avançait au rythme normal des choses. Mais là, le gouvernement arrive et dit « ça nous prend ça pour 1939 et voilà ». Bien, évidemment, on travaille 24 heures sur 24, hein, on connaît la fougue. Et puis, on sort le véhicule en question qui va être équipé pour l'expédition suffisamment de nourriture, puis de carburant, puis de fourniture pour durer une année entière. Il va emporter des instruments, des outils d'arpentage, même un avion qui va être sur le dessus. Et puis, son objectif principal que j'ai décrit tantôt, c'est vraiment d'établir la domination américaine. Comment ça va se passer? Voyage inaugural. Parfait. C'est un événement majeur. Hein? L'expédition démarre, mais on doit prendre le croiseur des neiges puis lui faire parcourir 1600 km, c'est-à-dire de Chicago à Boston, là où est l'embarcadère, et puis ils vont voir. Alors, il va être on va à peine avoir une journée de fête dans le trajet à Fort Wayne. Il va être obligé de s'arrêter là. Il tombe en panne ou il est bloqué à cause de la pluie. Bien, mais là, ça annonce mal. Puis d'ailleurs, quand on regarde les photos, les gens à l'époque regardaient les pneus, et puis ce sont des pneus complètement lisses. Comment on va faire pour aller sur la neige? Ils ont pensé que c'était peut-être des pneus d'été pour faire le 1600 km. Alors là, il a glissé. Après ça, il va déraper dans un fossé, dans la boue. Ça va prendre 3 jours le dégager de là. Déjà, ça commence à regarder mal, mais l'enthousiasme, les gens disent c'est normal, c'est normal. Il va y avoir des accrochages, des accidents, il va y en avoir au moins 2. Il va causer des embouteillages énormes. D'ailleurs, le pire embouteillage de l'histoire à Boston. Il va seulement à 8 km à l'heure au lieu des 48 km prévus. Il y a déjà quelque chose là. Oui, ouais, déjà, c'est que la motorisation, on a 2 diesels électriques avec un moteur électrique sur chacune des 4 roues. Donc, c'est une locomotive. Seulement, c'est 75 HP. Alors, 75 chevaux vapeur, c'est pas suffisant. Donc, il atteint une vitesse de 8 km à l'heure. Le trajet va prendre 3 semaines au lieu de 3 jours. Là, on va réussir à embarquer ça. On n'entend pas parler. Le trajet se déroule bien. Sitôt qu'il est arrivé en Antarctique, il n'a jamais été testé dans la neige, là. OK? Parce on fait sur des routes, puis il est resté pris. Alors, comme on s'en doutait bien, les pneus s'avèrent totalement, mais alors totalement inefficace parce qu'il fait du surplace. Là, on va essayer d'installer des chaînes. Ça va aider un peu, mais avec 75 HP par... la vitesse, elle n'est pas là. Le moteur n'est pas suffisant pour le poids du véhicule. Évidemment. J'imagine que ceux qui ont fait le plan, quand ils ont vu comment il se comportait sur la route, ils ont dit, oh, là, on devrait peut-être même pas le traîner là, mais... avec tout ce qui s'est passé au niveau du public, voilà, maintenant, on a mis la main dans l'engrenage, on est rendu. Alors, on va installer des chaînes, ça ne marche pas. On va doubler les roues en avant, et puis on va s'apercevoir que lui, il fonctionne très bien du reculon seulement. Bien, très bien. Il va parcourir au maximum 150 km en faisant le tour autour d'une des bases, puis il va être stationné en permanence sur la banquise de Ross, et puis on va l'abandonner là. On va revenir dans les années 60. Et puis, dans les années 50, et puis là, on va le déterrer pour l'inspecter. Il est encore là, et on va le réabandonner à nouveau. Et puis là, on ne sait plus où il est. Probablement qu'il a été écrasé par le poids des accumulations de neige, mais comme il est sur une banquise flottante, il est fort possible aussi que la banquise se soit désagrégée et qu'il dorme maintenant au fond de l'océan Antarctique. C'est peut-être des plongeurs qui vont le retrouver. Exactement. Et puis, par contre, l'idée
a servi de genèse à beaucoup d'autres concepts, qu'on pense seulement à notre célèbre Louis-Armand Bombardier. Lui, il a parti ça pour aider les médecins et les docteurs au Québec qui avaient de la difficulté à se rendre, mais beaucoup de ces véhicules ont été développés pour l'exploration arctique, pour le Grand Nord, des véhicules utilitaires, entre autres. Oui, les Russes, maintenant, il faut leur donner ça au peuple russe, c'est des patenteux. Hein. Donc, eux autres sont arrivés avec le Kharchovchanka, qui est fabriqué dans la ville de Kharkov et qui veut dire la jeune fille de Kharkov. Là, ils vont réussir où le croiseur des neiges a échoué, c'est-à-dire avec un véhicule qui est basé sur un châssis de tank. On va le modifier, on va le rendre beaucoup plus efficace et isolé surtout, ce qui n'était pas le cas avec le croiseur des neiges. Les Russes, eux, ils y pensent tout le temps à ça. D'ailleurs, ils sont les maîtres de l'exploration de l'Antarctique. Toute une génération de véhicules Kharkov-Shanka va voir le jour. Des modèles vont être évolués jusqu'à... On ne peut pas vraiment faire mieux. D'ailleurs, les Kharkov-Shanka sont encore en Antarctique et puis dans l'Oural, par exemple, et puis la Sibérie. Et puis, ils sont là depuis les années 50, les années 60, et puis ils dorment là, mais ils sont pas parfaitement fonctionnels parce qu'ils sont conservés, ni plus ni moins, par le froid. Donc, on allume un feu en dessous d'un moteur diesel et on le part. L'isolation, la première version de ces véhicules-là perdait 1 degré par jour. Mais la dernière version pouvait rester là, des semaines et des mois là, à conserver l'atmosphère. On a mis les moteurs à l'extérieur, ce qui était une bonne idée aussi, là, ce qui n'était pas le cas avec le croiseur des neiges. Les moteurs étant situés à l'intérieur. Maintenant, Bombardier, beaucoup d'autres compagnies, d'ailleurs des compagnies québécoises aussi comme Prino, ont commencé à développer des véhicules là, qui vont servir pour l'exploration arctique. Les Russes ont poussé ça jusqu'à leur paroxysme. Maintenant, on a des nouveaux concepts de véhicules polaires. Si on regarde ça, ce sont des bases mobiles montées sur chenillettes. Tout ça remonte aux sentinelles de l'air, remonte à une idée, un concept qui a été tué à cause d'un manque de prévoyance. On a présumé de pouvoir fabriquer quelque chose de fonctionnel en l'espace de 6 mois, ce qui n'a pas été le cas, et puis on a eu le résultat qu'on a. Alors, c'est l'histoire du croiseur des neiges. Il est encore dans mes rêves. C'est typique un peu aussi la technologie, les échecs, lorsque les Américains se lancent dans des gros projets qui ont des échecs, c'est souvent parce qu'ils veulent trop faire de trucs en même temps. Alors que dans le cas des Russes, ils vont souvent au plus simple avec l'idée qu'il faut que ça fonctionne. Ou du moins, ils prennent le temps de développer. Ce qui n'a pas été le cas avec les Américains. Maintenant, on peut pas dire que ceux qui ont planifié l'expédition ils sont coupables autant que ça. C'était un rêve, ça n'avait jamais été fait. C'était une première, on essayait quelque chose de nouveau. On sous-estimait l'Antarctique. À l'époque, on s'imaginait... Moi, je voyais le gars avec la main appuyée, le volant, la cigarette, on s'en va en Antarctique. Non. Dès qu'il a mis la roue sur le continent, premièrement, ça a été une lutte pour le désembarquer. Et puis... En arrivant là, il a foiré. De toute façon, quand il s'agit de concevoir des véhicules pour l'hiver, les Russes sont pas mal des champions, comme les Allemands l'ont appris à leur dépens durant la Deuxième Guerre mondiale avec les chars d'assaut. Et moi, je vais être dans la technologie, moi aussi. Je vais parler des débuts de l'énergie éolienne, donc l'énergie du vent. De son utilisation, évidemment, parce que de toute façon, il y a de l'énergie éolienne quand il y a du vent, c'est de l'utiliser. On a souvent l'impression, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis quelques années, c'est une énergie alternative, énergie renouvelable, etc. On a souvent l'impression que c'est une trouvaille récente. En fait, c'est une des plus anciennes formes d'utilisation de l'énergie. La plus ancienne forme d'utilisation de l'énergie éolienne, c'est probablement les bateaux à voile. Exact. On sait qu'en mer Égée, donc dans la Méditerranée, près de la Grèce, dès le 11e millénaire avant Jésus-Christ, au moins, il y avait des bateaux à voile. Et on sait que le peuplement, l'Océanie, toutes les îles du Pacifique, ont été peuplées vraisemblablement par des déplacements de pirogues munies de voiles sur plusieurs milliers d'années. Et c'est les plus grands navigateurs, d'ailleurs, ceux qui ont fait les plus grandes distances à la voile. Il y a des débats, d'ailleurs, pour savoir, par exemple, si la voile était connue en Amérique avant l'arrivée des Européens, parce qu'on a vu des pirogues de la côte ouest, des grandes pirogues équipées de voiles, mais on ne sait pas si ont été inspirées
par les premiers navigateurs européens aussi le connaissaient déjà. Même chose aussi pour certaines embarcations des Inuits dans l'Arctique. Donc ça, c'est la première utilisation, si on veut, de l'énergie éolienne. On a estimé que vers 1786-1787, en Europe, il y avait à peu près 3 à 4 millions de tonneaux total de volume de bateaux à voile et qui, en tout, dépensaient une énergie estimée entre 150 000 et 230 000 chevaux vapeur. Et ça, on ne tient pas compte des flottes de guerre. L'autre utilisation ancienne de l'énergie éolienne, c'est le moulin à vent, qui sert par le meunier pour transformer, pour moudre les céréales pour faire de la farine, ou pour écraser les olives pour extraire l'huile, mais aussi pour pomper l'eau dans les puits, par exemple. L'irrigation, des choses comme ça. On pense que le moulin à vent est apparu originellement sur ce qui est aujourd'hui le territoire de l'Afghanistan. On sait qu'il a été utilisé en Perse pour l'irrigation, justement, dès l'an 600. C'était un moulin à vent vertical à l'époque. C'est-à-dire que la roue, les pales, c'était comme des voiles qui tournaient de façon verticale et la roue tournait de la même façon à l'intérieur. La meule, c'est plus tard qu'en Europe, on va développer le moulin horizontal qu'on connaît. On sait qu'en Chine, on a utilisé très tôt aussi le moulin à vent. C'est les musulmans qui l'ont amené vers l'Europe. Et on a, dès le 10e siècle, à Tarragone, dans le nord de l'Espagne, il y avait des moulins à vent à cet endroit-là. On a parlé de première révolution mécanique. Parce que le moulin à vent, c'est une machine un peu plus compliquée qu'un bateau à voile. Ça prend des engrenages, ça prend des roues, et ça habitue les gens donc, qui se servent de ça à avoir des engrenages et des roues, et donc la mécanique. La mécanique, oui. Donc, ça a probablement joué un rôle important dans le développement de la mécanique dans les pays où on a utilisé les moulins à vent. Donc, et donc en Occident, ce qui s'est fait, c'est qu'on a transformé le moulin à vent vertical en moulin à vent horizontal qui va se propager à partir du 12e siècle, donc des années 1100. Ça coûte plus cher à entretenir qu'un moulin vertical. C'est plus onéreux, ça demande plus de travail pour faire ça, mais c'est plus efficace sur le long terme. L'autre emploi majeur du moulin à vent, à part le moudre les grains, évidemment, on l'a dit, c'est pomper l'eau. Là où ça va devenir extrêmement important, c'est en Hollande, dans les Pays-Bas. À partir du 15e siècle et plus encore à partir des années 1600, on va utiliser des moulins à vent pour faire fonctionner des chaînes de godets qui vont rejeter l'eau dans des canaux, donc assécher les marécages, les polders. Donc, les fameux polders, c'est là que va se développer le paysage hollandais avec ses canaux et ses moulins à vent. C'est une révolution technologique dès la fin des années 1500. À la fin du 18e siècle, donc avant qu'on arrive à l'énergie à vapeur, etc., la quasi-totalité des besoins en énergie dans l'humanité étaient des énergies renouvelables. Puis l'énergie éolienne en jouait une part importante. On a fait des estimations. L'historien Fernand Braudel a estimé que la voile, par exemple, fournissait à peu près 1 % de l'énergie totale en Europe. 50 % c'était la traction animale et 25 % le bois, le fait de brûler du bois, puis 10 à 15 % pour les moulins à eau. Ils ne chiffrent pas les moulins à vent parce qu'il n'y a pas assez de données. OK. Donc, on a... c'est un peu à quoi ressemblait l'utilisation de l'énergie à ce moment-là. La machine à vapeur va arriver au 19e siècle, enfin à la fin du 18e, puis le moteur diesel à la fin du 19e, et là, ça va amener le déclin de l'énergie éolienne parce qu'évidemment, les machines à vapeur ou au diesel ne sont pas tributaires de la température, ne sont pas tributaires des conditions atmosphériques, etc. Donc, on peut toujours les faire fonctionner. On n'a pas à redouter une énergie qui n'a pas de vent. Et on peut produire aussi plus d'énergie avec le développement de la mécanique qui s'est fait. Mais on va continuer à l'utiliser, la voile pour la navigation de plaisance, et on va continuer à utiliser l'éolien pour le pompage.
notamment les fameux polders, le pompage de l'eau, des puits, etc. Ça, on va continuer à utiliser l'éolien pour ça parce qu'on n'a pas à lui apporter de l'énergie, donc les coûts sur le long terme sont amortis. Meilleur exemple, un monsieur Daniel Halliday va inventer en 1854 une petite éolienne facile à installer pour pomper de l'eau. On la voit dans, tous les westerns, on en voit toujours une qui tourne et qui craque. Là. Il va en avoir 6 millions en Amérique du Nord de ces éoliennes-là. Alors, dire qu'au 19e siècle, l'énergie éolienne n'était pas utilisée, c'est une erreur. Mais c'est vrai que pour la technologie nouvelle, ça va plutôt être les énergies fossiles. L'idée d'utiliser l'éolien pour produire de l'électricité, ça va commencer en Écosse. Un professeur, James Blight, du Anderson's College de Glasgow, en juillet 1887, va faire la première maison au monde qui va être alimentée en électricité par l'énergie éolienne. Et il va offrir ses surplus au village de Marykirk, qui est juste à côté, pour éclairer les rues, mais ils vont refuser parce qu'en Écosse, à cette époque-là, on pensait encore que l'électricité, ça, c'est le diable, ça, là. C'est une technologie, là. Alors, il va quand même en construire plus tard une éolienne pour fournir de l'énergie d'urgence à l'asile, à l'infirmerie et aux dispensaires locaux. Mais ça ne fera pas vraiment son chemin. De ce côté-ci de l'Atlantique, en Ohio, à Cleveland, un ingénieur nommé Charles F. Brush va construire la même année une plus grande éolienne, conçue, plus solide aussi, va créer sa propre société d'ingénierie à son domicile et ça va fonctionner de 1888 à 1900. L'éolienne Brush a un rotor de 17 mètres, quand même considérable, de diamètre, puis va être monté sur une tour de 18 mètres, donc 60 pieds. C'est très grand. Puissance par rapport aux normes d'aujourd'hui relativement faible quand même, 12 kWh. 144 pales au total. Ouais. Et là, il y a Paul Lacour, qui a vécu de 1846 à 1908, d'origine française, mais c'est surtout en Russie qu'il va travailler. Et là, il va s'intéresser à la production d'électricité, lui-ci, par des éoliennes, notamment pour faire de l'électrolyse et produire aussi de l'hydrogène pour la lumière à gaz de son école. Donc, il produit du gaz avec l'électricité. Et il enseigne à Pskov, en Russie. C'est là qu'on va voir apparaître aussi un autre pionnier, Alexei Féodosevitch Wangenheim, qui va être un défenseur de l'énergie éolienne en Russie, mais va être victime des purges staliniennes et va être fusillé en Sibérie en 1937. Au moins, il n'a pas été électrocuté. Mais il n'a pas été électrocuté. En 1918, il y avait quand même 120 compagnies d'électricité qui disposaient de leur propre éolienne en Russie. C'est là que va commencer un peu l'histoire moderne de l'éolienne. On va commencer à apprendre à stocker l'énergie avec des batteries. Et puis, depuis les années 90, on sait que dans les années 70, déjà, au Québec, Hydro-Québec a commencé à s'intéresser à l'éolienne. On n'a qu'à aller à Cap-Chat pour voir les éoliennes qu'il y a sur le sommet de la colline là-bas. Et dans les années 90, bien là, on va commencer à construire des plus grandes génératrices. Donc, ils vont produire des mégawatts et non plus des kilowatts à ce moment-là. On parle de 5 mégawatts jusqu'à 10 mégawatts grâce à des subventions gouvernementales. On commence à s'y intéresser parce qu'évidemment, on commence à voir les inconvénients des énergies fossiles. Et là, on s'intéresse aux énergies qui sont renouvelables et propres, qui ne polluent pas. Mais rien n'est parfait. Tout le monde est pour l'énergie éolienne, mais essaye d'installer une éolienne quelque part et c'est la guerre qui éclate. Tout le monde est pour, mais pas dans ma cour. Exactement. N'en déplaise à M. Paul Lacour. Mais la puissance éolienne, elle est énorme. Tu parlais du 18e siècle tout à l'heure. Il y avait à l'époque l'apparition de la navigation à vapeur et qui était en compétition avec les grands voiliers, les longs cours qui faisaient justement l'océan Pacifique entre l'Asie, l'Amérique, l'Europe. Et puis, il était gréé avec 4 mâts ou même jusqu'à 6 mâts qui déployaient des mètres carrés de toile. C'était terrible. Lorsqu'il y avait le vent arrière, qui était l'allure préférée de ces voiliers-là,
non seulement il utilisait les voiles, mais il étirait les vergues pour rajouter encore plus de toile. Oui, c'est très sur les puissant. côtés. La puissance éolienne, c'est une des plus grandes forces de la nature. Quand ils avaient le vent dans les voiles, ils étaient souvent beaucoup plus rapides que les vapeurs. Ça a pris du temps avant qu'on produise des... D'ailleurs, on a maintenant des voiliers de course là, qui ne ressemblent plus à aucun navire, qui font au-delà de 30 nœuds, là, poussés par le vent. En fait, c'est des cerfs-volants qui glissent sur l'eau. Je ne vois pas d'autres descriptions. Les grands voiliers, en fait, ce qui les a tués, c'est pas tant la compétition des navires à vapeur que la Première Guerre mondiale et le fait que les sous-marins allemands les ont pris pour cible. Et c'est sûr que quand il n'y avait pas de vent, un voilier, c'est une cible facile. Mais c'était quand même les préférés des commerçants de thé. La raison étant qu'il n'y avait pas confiance dans un navire à vapeur pour transporter du thé parce qu'il appellerait ça une théière. Bien, ce qui arrivait, c'est que le navire à vapeur, c'était toujours sale. Il y a de la suie. Exact. Et les sacs de thé, s'ils sont sales, le thé est contaminé à l'intérieur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a longtemps parlé de tea clipper, de clipper à thé. Voilà. C'était des navires de voile qui transportaient du thé parce qu'ils étaient les seuls à être capables de faire ça. Puis c'est eux autres qui ont amené toute la romance, d'ailleurs, de la navigation à voile. Là, quand on s'imagine ça, on voit les grands voiliers. Mais les grands voiliers ne sont pas autre chose qu'une éolienne. C'est ça. Et c'est vraiment l'apogée et la fin de la navigation à voile sur le plan pratique. Si alors que nos éoliennes, ils sont encore là aujourd'hui, puis ils sont là pour rester et connaître une croissance aussi. C'est ça. Alors, c'était nos deux sujets aujourd'hui qui avaient quand même un lien en termes de technologie au moins et de projets non aboutis dans certains cas, peut-être en train d'aboutir dans d'autres cas. Alors, ça va terminer notre émission pour ce soir. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat qui vous dit bonsoir, en compagnie encore de Charles Degnaud, et on vous dit à la semaine prochaine, et d'ici là, restez à l'écoute de TVCBF.